bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition spéciale de Sport Business Squad. Votre émission bien sûr qui vous parle toujours et toujours d'économie et de management du sport. Aujourd'hui, on va parler de la CAN, de la Coupe d'Afrique des Nations, des U20, des jeunes de moins de 20 ans et de 20 ans. Ça sera une édition spéciale. Tout se bouscule, tout va se faire pour la première fois ici en spécialité, surtout qu'on a beaucoup de surprises pour vous. On revient tout à l'heure pour la présentation de nos panélistes. De retour sur notre plateau, eh bien, comme d'habitude, je suis entourée de garçons. On a 4 garçons aujourd'hui sur notre plateau. Et je vais dire bonsoir tout de suite à Francis Ndengue. Bonsoir Francis. Bonsoir Ashka, bonsoir à tous les téléspectateurs de notre belle émission Sport Business Squad et notre très belle chaîne HTV. D'accord, alors bonsoir Tatou qui est juste à côté de toi, mon Tatou Vibes. Comment tu vas? Bonsoir Ashka, ça va et toi? T'as l'air timide. Non, c'est juste... Fatigué? Ouais, c'est juste un peu de fatigue et... Bonsoir à tout le monde. Merci d'ajouter cette pointe d'humour. Alors il n'est plus bleu, hein, lui, il est désormais un entier de notre émission. Il sera tout simplement appelé Yves Sequet. Bonsoir Yves. Bonsoir Ashka. Ça va, dans l'ensemble. Tant qu'il y a la santé, Pourquoi vous avez l'air timide ce soir? Qu'est-ce qui se passe? La timidité a du bon, mais bon, ça dépend de l'angle dans lequel on est placé aussi. Alors, je vais donc passer la parole à Francis Ndengue qui est à tes côtés. Bonsoir Franck. Salut Racha et salut à tous les téléspectateurs. Donc moi je suis pas timide. Non, c'est sûr, hein, tu ne l'es pas. C'est un jour un peu spécial pour moi, une semaine un peu spéciale pour moi. L'anniversaire et tout, vous savez, c'est pas chaque jour qu'on célèbre son anniversaire ou chaque semaine qu'on célèbre son anniversaire. D'habitude, dans les émissions que je vois en Europe, partout, c'est quand c'est comme ça, on donne le gâteau d'anniversaire. Mais comme Sport Business Squad ne pense jamais à ses consultants. Deux anniversaires. Voilà. Pourtant, je me souviens bien que j'ai dépanné cette émission. Je me souviens bien que j'ai dépanné cette émission. Quand tu n'étais pas là, je pensais que je méritais au moins un cadeau. Donc je fais un peu, voilà, c'est la plainte que je vais déposer. C'est mon coup de gueule et voilà. Il est enregistré dans le coup de gueule. Bon, c'est bien, c'est normal, hein, tu dois tout plaindre. Alors, on va donc tout de suite entamer notre émission avec il nous a botté en touche, mais bon, je le rebotte. Hein, et on va parler, bien sûr, de la Coupe d'Afrique des Nations des jeunes de 20 ans. Un budget à la hauteur du rendez-vous. On va prendre ce reportage de nos confrères d'Africa 24 et on revient. Le Niger s'apprête à accueillir du 2 au 17 février 2019 pour la première fois la phase finale de la 21e Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. À Niamey comme à Maradi, les acteurs intervenant dans l'organisation de la CAN U20 au niveau local sont à pied d'œuvre pour assurer le suivi régulier des différentes activités. Des travaux ont été réalisés au niveau des 2 villes devant accueillir la compétition. Pour mettre à jour nos infrastructures, pour créer de nouvelles infrastructures, c'est pas moins d'1 milliard. On a mobilisé plus d'1 milliard pour créer et réhabiliter l'existant. Donc c'est un effort énorme dans ce contexte et d'autres efforts vont continuer pour la question de restauration, de l'hébergement, mais également le transport, parce que cette fois-ci, il faut assurer plus de 18 navettes entre Niamey et Maradi. La tenue de ce tournoi à Maradi, la capitale économique du pays, va permettre au Niger d'avoir un second stade homologué par la CAF, après celui de Niamey, en vue d'accueillir des rencontres internationales de football. À Maradi, donc, il y a eu la réhabilitation du stade de compétition même, sur le plan donc des vestiaires, de certaines infrastructures qu'il fallait ajouter, notamment les vestiaires des arbitres, les centres antidopage, les salles de soins et l'éclairage qu'il fallait apporter sur le stade de Maradi. 8 équipes africaines s'affronteront au cours de cette phase finale, réparties en 2 groupes. Le groupe A à Niamey comprend le Niger, le Nigeria, l'Afrique du Sud et le Burundi. Le groupe B est composé du Burkina Faso, du Ghana, du Mali et du Sénégal. Les demi-finalistes de cette CAN U20 seront qualifiés pour la Coupe du Monde Junior 2019 prévue du 25 mai au 16 juin
en Pologne. Alors, 1 milliard de francs CFA, voilà ce qu'évoquait Massoud Mokhtar, le ministre nigérien des Sports. Pour cette compétition, 1 million, pour une compétition de cette ampleur, est-ce raisonnable, Francis? 1 milliard. 1 milliard. Oui, 1 milliard de francs CFA. Après, je veux dire, ça dépend maintenant. Moi, je pense que pour une compétition de cette ampleur, c'est plutôt peu quand même. Peu par rapport à ce qui se fait souvent ailleurs. Mais il faut dire quand même que le Niger n'est pas une grosse puissance économique du continent. Donc, ce qui fait en sorte quand même que 1 milliard, c'est assez raisonnable. Maintenant, après, il fallait essentiellement réhabiliter le stade de Séné Kounché de Niamey, ensuite le stade de Maradi. Et il faut dire quand même que le milliard qu'évoque justement le ministre ici, c'est essentiellement la réhabilitation justement de ces deux stades-là. Oui. Mais à côté, il y a également un gros travail, surtout au niveau de la navette. Je pense que c'est ce ce qui épuise même déjà le budget depuis le début de cette compétition. Parce qu'il faut dire quand même que s'il faut faire une navette entre Niamey et Maradi, c'est 600 km. Oui. Il y a juste un vol qui a été affrété justement pour les délégations dites VIP. Mais les délégations, les supporters ont véritablement du mal à se déplacer d'une ville à l'autre. Mais au-delà de ça, il faut dire également que les journalistes ont beaucoup du mal parce qu'il faut partir de Maradi pour Niamey. Et il faut dire que c'est pratiquement 14 heures à 15 heures de route pour partir de Maradi pour Niamey. Et les navettes justement qu'ont prévu les autorités par rapport à ça, c'est énorme. C'est énorme en termes de budget et du coup, ce n'est véritablement pas évident. Donc, il faut dire que 1 milliard, moi je pense que c'est très bas. Contrairement quand même à d'autres compétitions, je pense que dans cette émission, on parlait de la CAN féminine au Ghana, qui allait chercher dans les 8 milliards. Oui, mais comme tu le disais, ce n'est pas un pays c'est pas un pays qui a une grosse fortune, mais qui a quand même l'habitude d'organiser quand même des événements de ce style. Je pense qu'ils ont organisé les U17, ils ont également organisé les Jeux de la francophonie, me semble-t-il, ou les Jeux africains de 2005, je pense. Oui. Donc du coup, quand même, c'est un pays qui a plus ou moins l'habitude de ce genre d'événement. Mais maintenant, il faudrait également comprendre le contexte et tout concernant du fait que c'est un pays qui appartient à une certaine sous-région. Et donc voilà, mais moi je pense qu'1 milliard, c'est raisonnable pour un budget d'une compétition de cette ampleur. Alors donc parlons de l'investissement sur le plan local. Comment rentabiliser celui-là, Yves? Comment rentabiliser? Oui. C'est délicat de l'expliquer en quelques phrases. Comment rentabiliser 1 milliard donné à une compétition de football. Sur le plan local. Sur le plan local, déjà il faut comprendre que rentabiliser à très court terme, c'est parfois très difficile pour ce type de pays. Pourquoi? Simplement parce que l'impact va d'abord se voir au niveau du ratio coût-bénéfice. Et en général, le ratio coût-bénéfice, le débit n'est jamais égal au crédit. Donc, on en amène directement dans les fonds. Maintenant, c'est les externalités positives, l'aménagement du territoire, ce que ça va apporter après, sur du moyen terme, qu'on va voir si effectivement ça a été rentable ou pas. Il y a plein de risques parce qu'il peut avoir l'effet escompté, beaucoup de visiteurs, beaucoup de tourisme, mais ça peut être trompeur. Pourquoi trompeur? Trompeur, en économie, il y a tellement d'effets, comme je peux les appeler d'effets contradictoires. Donc, c'est des effets illusoires. Je peux prendre l'exemple, par exemple, de l'effet Cobra, des solutions qu'on met en place qui, au final, a apporté plus de problèmes que toute autre chose. Dans ce cadre précis concernant le football, par exemple, ça va attirer, ça c'est l'effet d'éviction, ça va attirer certains visiteurs, mais les visiteurs qui voulaient visiter le pays, mais qui ne sont pas amateurs de football, par exemple, eux vont plutôt se voir éloignés parce qu'ils ne veulent pas visiter le pays avec les embouteillages, tout ce qui est lié au tracas de la compétition. Donc, c'est souvent à double tranchant et ce n'est que sur du moyen terme qu'on peut analyser la rentabilité. Avant, ça peut s'étudier de façon prévisionnelle, mais vraiment, dans l'ensemble, c'est compliqué. On parle donc sur le plan local, comme Yves est en train d'essayer de l'expliquer en quelques mots, vu qu'il a dit que c'était vraiment grand, ça doit être grand. Francis l'a dit, c'est un pays quand même qui n'a pas une forte économie. Comment est-ce qu'on peut pérenniser cet investissement, Francis? Déjà, c'est qu'il faut comprendre que les investissements dans le football, notamment en matière d'événementiel sportif, pour le cas spécifique des pays africains, ce sera
vraiment illusoire, comme le dit, pas de rentabilité dans le sens économique du terme. Maintenant, il faut plutôt utiliser les termes qui sont appropriés pour ce genre d'investissement, dont on retourne sur l'objectif. Dans le dit que l'objectif peut être social, il peut être communicationnel, il peut être marketing pour un pays. Exactement. À partir de ce moment-là, il faut donc être capable de pouvoir analyser l'investissement et identifier exactement quel était le projet initial pour le gouvernement qui peut être ordonnateur de dépenses pour le cas spécifique d'une compétition comme la CAN U20. Bon, maintenant, en termes de retour, oui, le ministre parlait de refaire des stades. Ça encore, ça peut avoir un impact très positif, mais maintenant, alors, à une rentabilité à très long terme sur le football. Si on se dit que pour qu'on puisse développer le football, qu'on puisse avoir un football compétitif à l'échelle du continent, il faut que cela nécessite certains investissements comme des réfections de stade, par exemple, qui sont budgétivores pour ce type de pays. Surtout si c'est un pays qui est un pays de football. Oui, le Niger. Sans vouloir heurter quelqu'un, c'est pas un pays de football au sens strict du terme, comme on parlerait de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Nigeria, qui sont dans la même sous-région, par exemple. Je ne veux pas évoquer le Cameroun parce qu'il peut être encore beaucoup plus loin du Niger. Mais c'est un pays qui veut se positionner comme des grands pays de football. Par conséquent, il faut faire un ensemble d'investissements comme dans le football. Parlant de rentabilité, pas avoir encore notre effet levier parce que tout cela va ensemble. S'il faut déjà avoir un stade de football, l'incidence est qu'on peut dire acquis les matchs internationaux. Maintenant, le contexte des matchs internationaux va amener l'État à faire notre type d'investissement, toujours dans la chaîne logistique, par exemple, investir dans les hôtels, investir dans les transports, avec l'idée que si on veut organiser un match international, il faut faire un ensemble d'investissements. Maintenant, il faut aussi que cela épouse l'assentiment des élus locaux qui peuvent être des députés, par exemple. C'est eux qui sont en charge de voter des budgets. Maintenant, du moment où on a un stade, ça devient plus facile de convaincre à l'Assemblée générale de défendre un projet de construction d'un hôtel 4 étoiles avec l'objectif qu'on va à terme... Mais ce sont des projets visibles, mais dont la rentabilité ne peut pas se mesurer à très court terme. Et maintenant, à l'échelle parfois du PIB, après avoir aussi mis un ensemble d'investissements tous ensemble, parce qu'un stade de football en lui ne peut être rentable sur le plan économique que si on ajoute à côté des investissements comme des routes, des hôtels et des hôpitaux, tout ce qu'il faut pour qu'un spectacle de football puisse être organisé. Bon, maintenant, avec le fait que il y a un football qui va se développer, ça c'est le côté positif de la chose, mais personnellement je pense que l'Afrique aujourd'hui devrait déjà aller vers ce type d'investissement. Après, comme disent les experts en marketing, le prestige n'a pas de prix. Si le Niger, excusez-moi, veut aller à la cour des grands, il faut multiplier ce type d'investissement. Donc pour moi, un milliard, c'est dérisoire. Mais il faut dire d'abord... C'est pas mal. Il faut dire d'abord faire 1 milliard pour avoir les moyens ou bien encore les arguments pour pouvoir convaincre de lui de valider encore un projet encore beaucoup plus grand. Alors, avant de te passer... Juste un ajout. Et voilà, parce que quand on parle également du milliard, il faudrait qu'on puisse comprendre. 1 milliard, c'est quoi? C'est 500 millions de dollars. Et il faut dire que le PIB aujourd'hui du Niger est estimé à 8,12 milliards de dollars. Donc quand on fait quand même le ratio, on se dit quand même qu'ils ont vraiment puisé dans les ressources pour pouvoir quand même comprendre. Pour un pays comme ça, c'est quand même louable. C'est lourd. Alors, d'une façon générale, il faut comprendre que 1 milliard par 1 milliard, plus d'argent ne viendra jamais régler le problème d'argent. Il faut se concentrer dans la gestion. Donc ça sera la capacité à bien gérer ce 1 milliard de dollars. Et ils vont de francs CFA, ils vont nous donner une compétition de tenants. On va donc parler de gestion et je vais poser la question à Pierre. Quel impact du point de vue économique et humain pour l'Afrique de l'Ouest? Ben déjà, il faut comprendre que une compétition comme celle des U20 est la compétition l'une des compétitions la plus importante pour les managers de football. Ça veut dire que si vous allez au Niger aujourd'hui, vous allez trouver pas mal de managers de football, pas mal de recruteurs, pas mal d'agents de recrutement. C'est là qu'on cherche les pépites alors. En réalité, parce que c'est le bon âge en fait. C'est le bon âge pour dénicher le talent, pour l'enrôler dans une équipe et avoir une garantie de retour sur investissement. Donc vous comprendrez que pour l'Afrique,
et principalement pour l'Afrique de l'Ouest, parce que je pense qu'au niveau de la compétition, elle est la plus représentée, sauf si je me trompe. Voilà. Donc vous comprendrez que au niveau du marché des transferts, l'Afrique de l'Ouest va forcément rentabiliser, parce que au sortir de cette compétition, vous aurez beaucoup de transferts, beaucoup de mouvements de joueurs. Oui. Si ce n'est directement, ça peut être d'ici la période du mercato. Donc ça va se faire. Maintenant, au niveau l'autre pan économique que moi je peux soulever ici, c'est que vous avez beaucoup de touristes, oui, qui des journalistes qui entrent aussi dans le pays. Oui, parce que vous savez, quand il y a une compétition comme celle-là, c'est pas uniquement parfois on n'arrive pas à définir qui entre. Mais il est important de dire, au-delà des professionnels qui vont pour le boulot, oui, il y a d'autres personnes qui vont parce qu'ils sont passionnés, ils sont fans. Oui. C'est comme si, je me souviens à l'époque, il y avait des gens qui préféraient aller en vacances quand il y a un événement dans leur pays que d'aller en vacances quand il n'y a rien. Exactement. Vous comprenez un peu. Oui. Donc, et puis après, vous avez des pays sensiblement mieux développés que le Niger, autour du Niger, où les gens ont quand même un pouvoir d'achat assez important, qui peuvent se permettre d'aller un week-end, voir un match. Bon, maintenant, au niveau régional aussi, ça pourrait permettre au Niger de souffler aussi, parce que vous savez, quand un pays organise une compétition comme celle-là, c'est parce qu'elle va aussi se faire, c'est une question de prestige aussi, hein. Exactement. Elle va aussi se faire une place dans le Conseil des Nations. Donc, ça fait en sorte que le Niger commence à être important dans la sous-région Afrique de l'Ouest. Vous voyez un peu. Au niveau humain, ça va évidemment mobiliser une force, parce qu'il faudrait pas dissocier le côté humain et le côté économique. Parce que ça va de pair. C'est vrai que ça va de pair, mais maintenant, sur le plan économique, il faut dire que la masse économique pourrait quand même être porteuse. Grâce, c'est vrai que c'est pas très dissociable, parce que ce soit l'aspect humain qui amène le plan économique, mais la masse économique est quand même importante. Oui, parce que quand vous avez une compétition comme celle-là, vous savez, il y a souvent ce qu'on appelle les salariés, et après il y a ce qu'on appelle les volontaires. Même si les volontaires ont souvent ce qu'on appelle un token, un bonus ou un per diem et tout ça là, ça permet quand même d'embaucher pas mal de personnes. C'est vrai. Vous voyez, on a quand même 8 équipes représentées, on a 2 groupes. Donc, ça fait qu'il y a quand même un certain nombre de personnel qu'il faut mobiliser. Exactement. Et vous avez des chaînes de télévision qui envoient, je ne sais pas si HTV a envoyé des correspondants, mais vous avez des chaînes de télévision qui envoient des correspondants. Vous voyez, en fait, en termes d'humain, il y a de la main-d'œuvre. En termes d'économie, il y a des rentrées, il y a des dépenses. Donc, ça fait que c'est... Oui, vas-y. Oui, juste un élément, dire que voilà, l'avantage quand même qu'on a avec la zone CEDEAO, c'est que c'est une zone où on a véritablement la libre circulation des biens et des personnes, contrairement par exemple à la zone CEMAC où c'est plus complexe et tout. Mais dans la zone CEDEAO, il y a une libre circulation des biens et des personnes, ce qui fait en sorte que, comme il le disait tout à l'heure, les Ivoiriens n'ont pas de problème pour rentrer au Niger. Il n'y a pratiquement pas de problème de visa lors de cette compétition. C'est l'une des rares compétitions en Afrique où vous n'avez pas de problème de visa. Le seul, parce que les 6 pays déjà qui prennent pas, tous les supporters, tout le monde peut entrer sans visa. Mais il faut également dire qu'il y a un accord qui existe entre l'Afrique du Sud et le Niger, ce qui fait en sorte que les ressortissants ou les supporters de l'Afrique du Sud n'ont pas de problème. Le seul souci peut-être c'est le Burundi, mais je pense qu'il y a des moyens qui ont été mis sur place pour que les supporters du Burundi puissent prendre leur visa à l'aéroport. Donc ce qui fait en sorte qu'il y a une véritable circulation dans la zone CEDEAO qui permet véritablement que ce championnat soit relevé et qu'il y ait de la mobilisation. La force économique, selon toi, la force massive économique. Justement, c'est là où je voulais en venir. La libre circulation ne garantit pas l'entrée de l'argent. En fait. On est d'accord. Il faut comprendre que il y avait déjà libre circulation à la base, c'est ce qu'on appelle de l'effet de substitution. Donc ça veut dire que cette personne avait l'habitude déjà d'aller dans le pays, soit peut-être pour consommer un hôtel, ou soit pour consommer une compétition. Non, ce qui va réellement apporter de la valeur ajoutée, c'est ces injections monétaires vraiment externes. Exactement, c'est ce que je demande. C'est vraiment externe. Donc maintenant, si tu as quelqu'un qui a déjà l'habitude d'aller au restaurant et au lieu d'aller au restaurant, il décide d'acheter un ticket du stade, il n'y a aucune valeur ajoutée. Alors, Yves nous a parlé de l'impact économique. Qu'est-ce que tu en penses, Francis? Oui,
À mon avis, je pense que si on refait un débat par rapport à un retour sur investissement dans des incidences économiques par rapport à cet événement du point de vue du Niger, je pense que ça sera un peu biaisé. Tout ce qu'a dit Yves et Franck et puis Tatou à ce sujet intéressant. Mais seulement, il faut qu'on soit réaliste. Moi, je dis, le Niger ne peut pas attendre des retours. Et d'un retour sur investissement vis-à-vis de cet événement dans la simple mesure que, premièrement, l'événement se situe en période de travail. Tout le monde est occupé, même au Niger, on travaille. J'imagine qu'il y a des Nigériens qui ne vont pas suivre la compétition du fait de leur boulot. Ils vont rentrer peut-être à des heures qui ne permettent pas d'aller au stade, et puis il y a le travail demain. Tout cela a un impact sur le mouvement, par exemple, de RC des billetteries. Autre chose, c'est que le Niger n'est pas un pays par tradition, un pays de tourisme. C'est pas le Maroc, c'est pas l'Égypte qui ont déjà par leur économie et leur structuration un pouvoir, une attractivité sur le plan touristique. Maintenant, on devra essayer de compter avec des médias, d'abord compter sur le plan régional avec des 6 pays de la sous-région qui sont engagés à ce tournoi, qui eux pouvaient trouver l'intérêt à envoyer des médias couvrir, des journalistes et tout le reste. Mais penser que les touristes, simples touristes, genre je paye un billet d'avion pour aller couvrir, pour aller suivre une compétition de U20, on n'a pas encore ce niveau-là en Afrique. Même qu'en Europe, c'est pas ce sur quoi on veut gagner de l'argent. En revanche, je pense que le meilleur retour positif pour le Niger sera sur le plan de l'image. D'abord, ça va permettre d'avoir un temps d'audience, le temps d'une semaine, 2 semaines de compétition au Niger. La presse va en parler. C'est déjà le cas, parce que la compétition est on va faire des articles et un contenu rédactionnel assez important avec le nom du Niger. La preuve, on en parle aujourd'hui. La preuve, on en parle aujourd'hui, voilà. Il y a un impact positif. Maintenant, l'autre impact positif serait simplement l'héritage de la compétition. On a évoqué des milliards, 1 milliard, des centaines de millions engloutis dans le champ des infrastructures. Ça, c'est positif. Ça peut permettre de structurer un championnat localement. Donc, on pense que si on veut faire un débat sur le potentiel économique de la CAN U20, ça sera un peu illusoire, ça va un peu tromper le peuple. Mais en revanche, en termes de prestige, comme je l'ai dit, le prestige n'a pas de prix. Il est toujours intéressant pour des pays comme cela d'organiser ce type d'événement. D'abord, comme en banque d'essai, c'est-à-dire qu'on s'essaye avant de postuler à quelque chose de beaucoup plus grand. À partir de ce moment-là, on pourra parler naturellement de retombées économiques beaucoup plus importantes. D'accord, alors on va dire que le football est pris dans les pays africains en général comme un facteur de développement. Et le Niger, bien sûr, l'a vu aussi comme ça. On va prendre ce reportage de Yulen Etouké et on revient. Il faut parfois évoquer le passé pour comprendre le présent. Le Niger a accueilli les Jeux de la francophonie en 2005, les Jeux de la Sinsad en 2000.